Chapitre 8: La stratégie de marché. Simultanément à la définition du concept de produit, il convient de rechercher la clientèle à laquelle celui-ci est susceptible de s'adresser. Cette dualité dans les décisions met à bien en évidence la notion de couple produit-marché à partir de laquelle le plan marketing sera construit. L'entreprise n'est pas confrontée à un marché, mais à des marchés au sein duquel des sous-ensembles doivent être distingués. C'est la segmentation. Parmi les segments et les clients, nous ne sont pas nécessairement à retenir, c'est le ciblage. De plus, l'offre qui sera proposée aux clients doit l'être au vu des produits concurrents, tel est le positionnement. C'est ce que nous aborderons successivement. 1. Les marchés de l'entreprise. Pour les gestionnaires commerciaux, un marché est composé de l'ensemble des acheteurs, individus, entreprises, organisations, etc., d'un produit ou d'un service. Le marché ainsi défini appelle encore certaines précisions qui sont en rapport direct avec les caractéristiques du produit ou du service. La lessive liquide est-elle ou bien différente de la lessive en poudre, ou toutes deux font-elles partie du même marché? Dans cette perspective, on peut opposer le marché principal, l'ensemble des produits semblables et directement concurrents, le marché environnant, l'ensemble des produits de nature différente du produit principal, mais satisfaisant les mêmes besoins et les mêmes motivations dans les mêmes circonstances. Le marché générique, tous les produits liés au genre du besoin satisfait par le produit principal. Le marché support, ensemble des produits dont la présence est nécessaire à la consommation du produit étudié. Une analyse montre bien que les gestionnaires ne doivent pas se cantonner dans une vision restrictive de leur marché. Les concurrents les plus redoutables peuvent surgir d'entreprises appartenant au même marché principal qui se spécialiseraient, mais aussi d'entreprises du marché environnant qui se diversifieraient. Une étude de public permet de distinguer au sein du marché principal plusieurs strates de population, des usagers réels et les consommateurs qui ne sont que de potentiel. Un célèbre schéma, celui de Paul Nicolas repris par Bouquerel, laisse bien apparaître les différentes catégories de marché et d'acheteurs. 1. Les non-consommateurs absolus pour la période considérée ne peuvent pas acheter un produit ou un service pour des raisons profondes d'ordre physique par exemple. 2. Les non-consommateurs relatifs ne consomment pas à l'heure présente. Les motifs de ce frein sont cependant moins graves que dans le premier cas. Peut-être ignorent-ils tout simplement l'existence du produit. 3. Le marché potentiel de l'entreprise est estimé en tenant compte des non-consommateurs relatifs qu'il est possible de transformer en acheteurs effectifs, les consommateurs actuels qu'on peut espérer retirer aux concurrents. On constate donc que l'élargissement du marché par l'une et ou l'autre voie constitue un moyen de se développer, de croître, bref, d'étendre la part de marché. Le marché potentiel est difficile à saisir concrètement car on connaît mal les raisons d'abstention des non-consommateurs relatifs. Dans la pratique, on fixe des objectifs de marché intermédiaires, c'est-à-dire des étapes avant d'atteindre le but idéal, mais peu précis que constitue le marché potentiel. Par exemple, on se contente de prévoir une extension de la part du marché d'un produit de 25% à 35% en 3 ans. Pour cela, on empiétera sur le marché occupé par les concurrents, mais on tentera aussi peut-être de conquérir de nouveaux consommateurs qui ignoraient jusqu'alors l'existence du produit. Cette seconde stratégie est souvent moins coûteuse à mettre en œuvre que la première. On retiendra que le terme marché ne peut être employé seul tant sa définition est délicate. Les qualificatifs doivent toujours lui être adjoints pour lui donner sa véritable signification. Cette question n'est pas purement théorique puisque des calculs aussi importants que la part de marché dans l'analyse stratégique en résultent. Badoit est le leader sur le marché des eaux gazeuses, mais ce segment ne représente que 15% des eaux en bouteille. Quelle est la part de marché significative de Badoit? Catorade
boissons réhydratantes avait acquis une place de leader sur ce marché, mais la concurrence provenant des eaux minérales aromatisées l'a fait chuter. Colgate, avec Palmolive, détient 55% du marché des crèmes à raser et 11% de celui des mousses. Faut-il faire une moyenne? La segmentation du marché. Une bonne connaissance du marché et du comportement des consommateurs constitue la première étape de la mise en place d'une politique de marché. Ensuite, ces connaissances doivent être exploitées, traitées en vue de l'action. C'est la segmentation du marché. Nous verrons d'abord en quoi elle consiste, puis nous examinerons les différents critères de segmentation possibles avant d'étudier leurs conditions de validité puis de mise en œuvre. 1. L'objet et définition. La segmentation repose sur une idée que le marché est hétérogène. C'est ce que nous présenterons d'abord. Puis nous verrons quels sont les avantages qui peuvent découler d'une bonne segmentation. Et l'hétérogénéité des marchés. Une telle vision caractérise bien l'optique du marketing. Une entreprise qui n'aurait pas fait un des principes fondamentaux du marketing aurait davantage une optique de produit, une optique de marché, de telle sorte qu'elle envisagerait le marché comme un tout susceptible d'absorber les produits qu'elle met au point. Tout au contraire, une firme correctement orientée vers le marché considère celui-ci comme une collection d'individus qui présentent tous les besoins sensiblement différents qu'il faut néanmoins contenter aussi bien que possible. L'entreprise peut bien entendu offrir un seul produit pour l'ensemble du marché, mais dans ce cas, seuls sont satisfaits les consommateurs qui désiraient les variétés proposées. Tous les autres ont un droit de s'estimer lésés, cela d'autant plus que le bien offert semble éloigné de leurs aspirations. Un grand nombre de consommateurs sont devenus clients simplement parce que le produit est celui qui s'accorde le moins imparfaitement à leurs souhaits. C'est ce qu'avait voulu Henry Ford, du haut de sa toute puissance naissante. Un seul modèle, une seule couleur, la Ford T noire. Si les préférences sont réparties, ce qui est généralement le cas, il n'est pas nécessairement avantageux d'offrir un produit standard. Tout dépend du nombre de participants. C'est le principe de la fausse majorité. Imaginons que les consommateurs d'un produit se répartissent suivant une loi normale sur le marché. Cet attribut pourrait être la puissance pour une automobile, le degré d'alcool pour un après-rasage, le design classique ou branché pour un téléphone mobile. Le premier fabricant a évidemment avantage à offrir un produit dont la valeur est de l'attribut et il accueillera par force l'intégralité des clients. Segmenter consiste donc à découper le marché en segments dont les caractéristiques sont différentes entre elles, à appliquer à chaque segment un marketing opérationnel, notamment partiellement spécifique. Tous les marchés ne se prêtent pas de façon identique à la segmentation, car pour certains d'entre eux, les préférences sont homogènes, mais pour beaucoup d'autres marchés, les préférences sont groupées. C'est le cas des appareils photographiques pour lesquels une segmentation très forte fait en réalité on est conduit à parler de marchés différents. Rien de comparable, en effet, entre le simple boîtier Kodak pour la photo souvenir et le Nikon à moteur qu'affectionne l'amateur éclairé. Lorsque les préférences sont très également réparties, la segmentation est plus difficile à mettre en œuvre, mais c'est ici qu'elle peut procurer ses plus grands avantages, automobiles, vêtements, parfums, etc. 2. Les avantages de la segmentation. Nous avons vu que l'avantage consiste à élargir la propre marché de l'entreprise. S'attaquer à un marché étroit constitue souvent la seule solution pour une entreprise moyenne, mais c'est moins dans ce sens que l'avantage de la segmentation doit être recherché que sur un plan global. La segmentation est bénéfique même pour une firme qui aurait la possibilité d'investir totalement un marché avec un seul produit.
Segmenter un marché, c'est appliquer à chaque segment une politique marketing spécifique. Le marketing mix est plus efficace. À partir du moment où le marketing mix a une catégorie d'acheteurs et à elle seule son efficacité est renforcée, car elle correspond de façon beaucoup plus adéquate aux désirs des consommateurs. Il ne viendrait pas à l'idée de Colgate d'offrir un dentifrice moyen sur les plans de protection des caries, de la blancheur des dents, du prix et diffusé dans tous les magasins avec une campagne publicitaire s'adressant à toutes les mères de famille. Un tel lancement, en souhaitant convaincre tout le monde, ne rencontrerait l'adhésion véritable de personne. Au contraire, vendre un produit en pharmacie pour les inquiets, un autre dans les grandes surfaces pour les économes, l'un protégeant les enfants contre les caries, l'autre donnant la laine fraîche pour ceux qui se soucient du contact avec les autres, constitue une saine politique de marché, une bonne segmentation. Chacun trouve son produit bien adapté à son goût dans un lieu de distribution qui fréquente généralement et soutenu par une campagne de publicité qui lui plaît. Il s'ensuit que non seulement les acheteurs sont plus nombreux, mais encore qu'ils sont plus fidèles. B. Le marketing mix est plus rentable. Les investissements commerciaux bénéficient d'une plus forte rentabilité car ils sont moins dispersés en termes de marketing dans l'ensemble de la population. Celle de la clientèle utile, c'est-à-dire celle qui est susceptible d'acheter, présente un intérêt. Segmenter le marché conduit à lancer des actions auprès de cette clientèle et de celle seulement. Le coût aux clients utiles touchés diminue donc. C'est le cas bien évidemment pour les campagnes de publicité. Une campagne segmentée utilise des supports très sélectifs qui coûtent relativement moins cher. Pour vendre un appareil photo de qualité moyenne, il faut recourir à des supports grand public qui touchent beaucoup de consommateurs. En revanche, pour lancer un appareil très perfectionné, des annonces d'un photo seront bienvenues. Tous les lecteurs sont des acheteurs potentiels. On peut simplifier la démarche de segmentation sous la forme suivante. Définition du marché, analyse du marché, choix des unités d'analyse, choix des unités de critères de segmentation, analyse quantitative et qualitative des segments, choix des segments retenus, adaptation du marketing opérationnel. Pour les étapes de l'analyse, les études de clientèle exposées dont les premières parties sont utilisées. Études quantitatives comme l'étude qualitative, ces analyses vont du plus simple au plus complexe. Il s'agit de définir des segments de clientèle en fonction du chiffre d'affaires opéré par le client ou de l'âge et du revenu. Seul le problème des seuils se posera. En revanche, si le marché est à explorer sans idée préconçue, on recourra à l'analyse multivariée, analyse discriminante ou mieux encore, méthode dite de deuxième génération, telles des équations structurelles qui permettent de valider en toute sécurité des modèles. Le choix de l'unité d'analyse est important. Acheteur, utilisateur, prescripteur, individu, ménage sont autant d'unités possibles. 2. Les critères de segmentation. Le B2C, les produits de grande consommation. La segmentation concerne un marché et, avant de retenir le ou les critères qui seront utilisés pour découper le marché, encore convient-il de définir ce marché. À défaut, on risque de confondre un critère de délimitation du marché avec un critère de segmentation. Les critères qui peuvent être retenus pour segmenter un marché sont extrêmement nombreux. Ils varient d'un produit à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une entreprise à l'autre et, par ailleurs, ils peuvent être combinés. Nous les regrouperons en 4 familles. A. Les critères socio-démographiques. En premier, les critères géographiques. L'entreprise procède alors à un découpage par pays, par région ou par ville. Ces critères peuvent être utilisés pour des produits dont la consommation est influencée par le climat, par des habitudes alimentaires, par des désirs d'information, par des comportements divers. Les critères géographiques ont l'inconvénient d'être assez peu souvent applicables, mais ils possèdent l'avantage, lorsqu'ils peuvent être utilisés, très puissants, car ils isolent parfaitement les segments les uns des autres. 2. Le sexe.
L'appartenance au groupe des hommes ou des femmes entraîne une différenciation importante de comportements d'achat et de consommation. C'est particulièrement vrai pour les vêtements, les cosmétiques, mais aussi pour les lieux de vacances, les appareils électroménagers, les livres, voire les vélomoteurs. 3. L'âge. Nous avons déjà vu que les habitudes des consommateurs différaient radicalement d'une période à l'autre de la vie. Une segmentation selon l'âge est particulièrement bénéfique pour ce qui concerne les lieux de distribution, les attentes vis-à-vis de la publicité. 4. La situation de la famille. Une forte augmentation du nombre de personnes vivant seules ou de ménages monoparentaux ouvre la voie à une segmentation efficace en matière de packaging. 5. Divers. Des critères tels que le niveau d'instruction, loisirs, disques, livres, la religion, l'ethnie, certains produits alimentaires, la taille ou le poids du consommateur, vêtements, produits allégés, viennent compléter la panoplie des critères de segmentation socio-démographique. En B, le revenu et la profession. Les deux critères peuvent être associés car ils sont fortement corrélés. Pour un grand nombre de produits, et particulièrement ceux qui ne sont pas de première nécessité, donc ceux qui réclament d'importants efforts de marketing, les niveaux de revenus et l'appartenance à une CSP expliquent les différences de consommation. Les lieux d'habitation, les loisirs varient d'une classe à l'autre. Les voitures haut de gamme, les résidences secondaires, les bijoux de luxe et les vêtements de marque s'adressent à des segments très précis du marché. Ce critère de segmentation est à l'évidence celui qui s'est d'abord imposé et qui continue de jouer un rôle primordial. Une enquête simple chez Brut, Conforama et Roche-Beaubois le même jour, dans une même ville, mettrait en évidence cette assertion. Toutefois, les années récentes nous font découvrir un consommateur infiniment moins sensible au paraître, plus réfléchi mais plus volatile, plus intelligent mais capable de coups de folie. Au total, on peut rencontrer un client modeste dans un grand restaurant, un cadre supérieur en famille dans un hôtel Formule 1, un jeune médecin modeste qui cassera sa tirelire pour une voiture BMW de luxe, l'un des meilleurs magasins Leader Price et celui du 16e arrondissement à Paris. Les critères de personnalité et psychographiques. Puisque la personnalité de chacun présente une influence sur la consommation, on ne s'étonne pas de voir les entreprises s'intéresser à cette variable pour mieux dominer leur marché. Effectivement, selon que l'on est autoritaire ou bienveillant, impulsif ou réfléchi, les choix peuvent se porter sur les produits différents. Les acheteurs de la Peugeot 206 ne sont pas ceux du coupé cabriolet 206. Les acheteurs de la Tony Gensil n'ont rien de commun avec ceux du Signol qui, en revanche, sont bien voisins de ceux de Ultrabride. Le problème essentiel de la segmentation à partir des critères de personnalité s'exprime de la façon suivante. Tout en sachant que l'image du produit fait qu'il est acheté en priorité par ceux qui présentent tel trait de caractère, l'entreprise n'a pas obligatoirement la possibilité d'isoler chaque segment pour lui appliquer un marketing mix spécifique. Peugeot peut aisément produire une voiture de puissance moyenne, sportive, jeune et relativement peu onéreuse pour une clientèle urbaine de cadre moyen et supérieur, célibataire ou marié sans enfant, ayant un revenu mensuel de plus de 3 500 € et étant sportif, décontracté, amateur de luxe, etc. Mais il est difficile de les toucher dans des supports spécifiques, de leur offrir une distribution adéquate. C'est difficile mais rarement impossible. Les sociétés qui gèrent des fichiers d'adresses fournissent aisément des listes ciblées selon la situation de famille, la CSP, le niveau de revenu. On a également pensé que les critères de personnalité se mêlaient à d'autres attitudes, opinions, types de consommation pour définir ce que l'on a appelé des styles de vie. Le style de vie est une manière de vivre, d'être, d'utiliser son temps et de consommer son argent. C'est lui, en raison de son caractère plural,
qui expliquerait le mieux des comportements d'achat. Une telle analyse a ouvert la voie à des recherches nombreuses. Ce panorama des modes de vie des Français qui prend parfois, il faut en convenir, l'allure d'une caricature est cependant très utile lorsqu'il s'agit d'adapter les produits aux désirs des consommateurs. Ceci en connaissant mieux les caractéristiques de chaque segment et la nature des audiences des supports publicitaires. Les analyses n'ont pas encore révélé toute leur richesse. Les questions qui se posent à leur sujet sont doubles. Elles tiennent d'une part à l'absence d'uniformité des méthodes et sur ce point, une harmonisation est vivement souhaitable. Et d'autre part, à leurs intérêts. Les modes de vie constituent-ils une simple grille de fine et efficace pour analyser et décrire ou permettent-ils en outre aux responsables d'agir? L'unanimité ne s'est pas encore faite sur une réponse positive à la question. D. Les critères de comportement d'achat. Une dernière famille de critères de segmentation possible rassemble tout ce qui a trait au produit lui-même. La plus grande différence entre deux acheteurs d'une boîte de raviolis Buitoni tient à la fréquence d'achat. La ménagère qui achète des raviolis une fois tous les 6 mois pour faire face à une invitation imprévue n'a rien de commun avec celle qui prépare un plat de raviolis hebdomadaire. 1. Utilisateur, non utilisateur. Un premier critère sépare le client de l'entreprise et le non-consommateur relatif. Ils seront l'un et l'autre sensibles à des thèmes publicitaires différents. 2. Quantité achetée. Le problème est complètement différent chez Danone lorsqu'il s'agit de faire passer un gros consommateur de 10 à 13 yaourts par semaine ou d'inciter le petit consommateur à augmenter ses achats de 3 à 6. 3. Fidélité à la marque. Les clients peuvent être fidèles ou occasionnels. Une publicité qui rassure renforce l'attitude des premiers, alors qu'une campagne plus agressive rendrait peut-être le second moins au large. 4. En fonction des circonstances d'usage. Dans une galerie marchande, un restaurant devra adapter sa carte en fonction du client de l'entreprise pressé de la semaine et du même client en famille décontracté du samedi. 5. Segmentation par bénéfice. Le bénéfice, la promesse attendue par le consommateur fournissent aussi un critère de segmentation. Bijoux ou fonctionnels pour une montre énergétique ou désaltérant pour une boisson, parure ou pratique pour des sous-vêtements. Le B2B, les produits industriels. Dans le domaine du business to business, les critères utilisés sont différents. On oppose la macro-segmentation à la micro-segmentation. A. La macro-segmentation. Le secteur d'activité, les nomenclatures de l'INSEE constituent un excellent moyen pour déterminer l'apparence sectorielle du client. On ne vend pas un logiciel intégré comme SAP de la même façon à une entreprise textile, à une entreprise de chaudronnerie. La taille selon leur dimension, les entreprises n'ont ni le même besoin, ni les mêmes modalités d'achat. La zone géographique, un découpage de la clientèle par région incite à apporter un service de proximité toujours mieux adapté. B. Microsegmentation. Le volume d'affaires traité se trouve le tout premier critère de segmentation. Dans le domaine industriel, dans ce secteur, toute entreprise en priorité subdivise sa clientèle en grands comptes et autres. Les premiers sont ceux avec lesquels le volume d'affaires est élevé et on applique une démarche commerciale spécifique. Les petits comptes, eux, sont naturellement travaillés commercialement, mais avec d'autres méthodes. Mailing est une seule visite, par exemple. Le type d'achat, selon que le client procède à un nouvel achat ou au contraire renouvelle un équipement, la force commerciale ne s'y prendra pas de la même façon. Les avantages recherchés. Là encore, on trouve un puissant facteur de segmentation. Les clients sont subdivisés selon leurs attentes, puissance, économie, maniabilité, tarifs, etc.
les caractéristiques du client, on peut penser tout simplement à une opposition entre les entreprises privées, les entreprises publiques et les administrations. La segmentation en matière industrielle est tout aussi importante que pour les produits de grande consommation. Mais ici, l'information est parfois plus difficile à collecter et surtout on prendra en garde à ne pas tomber dans le travers de l'hypersegmentation qui consiste à offrir un produit original à chaque client. Les vendeurs sont, à cet égard, parfois de mauvais conseillers tant ils veulent que l'offre de l'entreprise s'adapte aux besoins de chaque client. La validité des critères de segmentation. La segmentation n'est pas une fin en soi. Elle n'a d'autre but que de favoriser la mise en place d'une stratégie de marketing efficace. Découvrir que les hommes blonds dilettantes âgés de 30 à 40 ans et habitent les deux départements du Cantal et de la Lozère profèrent la bière fortement houblonnée ne présente aucun intérêt pour Heineken. Les segments qui résultent de la procédure décrite doivent être mesurables, accessibles, représenter un certain volume de vente en puissance et engendrer les conséquences opérationnelles adéquates si l'on veut les utiliser pratiquement. 1. Mesurabilité et accessibilité. Un bon critère de segmentation doit rendre facile la mesure du segment retenu. Il faut, entre autres, que les segments puissent être différenciés sans peine. Au reste, les informations commerciales peuvent être le plus souvent être recueillies sur la plupart des aspects imaginables propres aux individus et aux produits. Toutefois, les difficultés du recueil et du traitement ne doivent pas être sous-estimées. De plus, la question se pose de savoir à quel degré de confiance on doit accorder à des informations recueillies acrobatiquement. Ainsi, les critères socio-démographiques ou géographiques, parce qu'ils sont quantitatifs, permettent de bien mesurer les segments. Les informations dont on dispose à leur sujet sont abondantes et de bonne qualité. Il en va tout autrement pour les critères de personnalité ou de comportement à l'égard du produit. Ils font davantage appel à des données qualitatives et sont soumis à des contraintes de mesure infiniment plus fortes. Leur valeur est sans doute grande, mais leur utilisation est très délicate. Au surplus, un segment choisi doit être accessible, c'est-à-dire que le responsable du marketing doit pouvoir l'atteindre pour lui proposer un marketing mix qui lui soit approprié. Il serait en effet coûteux et assez peu efficace de proposer un produit qui résulterait d'une segmentation à l'ensemble du marché en souhaitant que seuls les consommateurs concernés le remarquent. C'est cependant un peu ce qui se passe car un processus d'autosélection apparaît chez les consommateurs. Seuls les groupes pour lesquels le produit est lancé répondent favorablement aux stimuli publicitaires et sont réellement intéressés. Un ensemble de consommateurs défini par un critère de segmentation doit être d'une certaine ampleur pour qu'il soit rentable. Dans le cas contraire, il serait inutile de supporter les coûts qu'entraîne la mise en application d'un marketing mix spécifique. La volonté d'offrir du sur-mesure est louable, mais elle se heurte vite à des contraintes de rentabilité. Une véritable analyse, comparable à une étude d'investissement, doit être entreprise pour définir le segment marginal auquel il est raisonnable de s'intéresser. La rentabilité ne doit pas être envisagée seulement dans l'absolu. Des effets indirects peuvent se produire et un segment agit sur un autre. Un fabricant d'automobile peut perdre de l'argent sur le marché de la petite voiture, mais il crée ainsi chez les jeunes une habitude de la marque, une fidélité qui donnera ses fruits plus tard lorsqu'ils éprouveront la nécessité d'avoir une voiture plus puissante. 3. Les conséquences opérationnelles. La définition des segments ne doit pas s'arrêter au stade intellectuel de la reconnaissance d'ensemble hétérogène parmi les clients. Lorsque dans le secteur des biens de grande consommation, la démarche conduit au lancement d'une variété nouvelle du produit, la question des conséquences opérationnelles va, si l'on veut dire de soi, il peut en être autrement, par exemple, dans le domaine industriel. D'abord, la segmentation, souvent imaginée par les services du siège, doit faire l'objet d'une variable action de communication interne pour convaincre toute la chaîne commerciale et de la pertinence de l'analyse.
Ensuite, les structures commerciales peuvent s'en trouver affectées. Des vendeurs non spécialisés doivent préalablement être formés, puis ils sont orientés vers une catégorie de clientèle précise. Enfin, les outils de vente, argumentaires, dossiers, etc. doivent être adaptés pour répondre aux attentes du segment visé. Dans un autre ordre d'idée, la segmentation est une démarche résolument dynamique qui doit faire l'objet d'un audit régulier. Les attentes des clients dans un segment semblent se différencier. Un nouveau segment apparaît, une nouvelle méthode d'étude voit le jour. Il a fallu attendre plusieurs années pour que le marché des couches pour enfants, sous l'impulsion de Pampers et de Procter, soit segmenté selon le sexe, alors que naguère il ne l'était que par l'âge. Procter a ensuite abandonné ce critère de segmentation. À présent, on dispose pour la plupart des grandes communes d'un ilotage, capable de procurer de nombreux renseignements sociodémographiques sur les habitants d'un canton, d'un quartier. On peut alors adapter son mix opérationnel, technique utilisée par les magasins, par la presse quotidienne régionale, la société Lean Data Corp et la spécialiste de ce type d'études relevant du géomarketing. Le ciblage. Les segments du marché ayant été préalablement définis, puis soumis positivement aux conditions de validité, il reste à l'entreprise d'adopter une stratégie de marketing. Les segments qui ne répondent pas aux conditions sont bien souvent délimités, mais il n'est pas évident qu'il soit avantageux de s'aventurer sur tous les autres. 3 stratégies différentes peuvent être envisagées. La première, la stratégie indifférenciée. L'entreprise se refuse de distinguer les différents segments et préfère mener une politique d'agrégation, de combinaison, en proposant un seul produit qui recouvre à peu près, ou tout au moins on l'espère, les désirs de l'ensemble des consommateurs. L'idée sous-jacente est que les différents segments ne s'opposent pas vraiment et que les points communs sont beaucoup plus nombreux que les différences. Le segment le plus vaste est attaqué avec un produit qui répond assez bien également aux souhaits exprimés par les segments voisins. L'avantage retiré de cette stratégie tient au phénomène d'apprentissage au sens large. Des économies de coûts sont réalisées car les séries sont plus longues, les études marketing moins nombreuses, des frais de publicité mieux répartis, etc. L'inconvénient, par définition, résulte de l'absence de segmentation. Le produit est combattu sur chaque segment par un autre produit concurrent mieux adapté à ce groupe précis. Et c'est d'autant plus vrai que les segments sont plus différenciés. Le choix repose donc sur la puissance de l'entreprise. A-t-elle la force de reverrouiller le marché pour que son attirance soit si forte que, en dépit d'un produit imparfaitement adapté, les consommateurs se dirigent quand même vers elle? 2. La stratégie différenciée. L'entreprise intervient sur tous les secteurs intéressants et mène une politique de gamme étendue. Chaque produit répond mieux aux désirs de chaque segment et, en conséquence, pénètre bien dans les clients choisis. On peut penser que les ventes totales augmentent. En contrepartie, les coûts s'accroissent. Les lois d'apprentissage ne jouent plus. L'entreprise doit supporter les coûts de lourds coûts administratifs de coordination. Les séries sont plus courtes, de multiples campagnes publicitaires sont élaborées, les études de marketing se multiplient pour bien connaître chaque segment, plusieurs réseaux de distribution sont entretenus. Il n'y a pas de réponse toute faite à ce choix stratégique. Une politique différenciée coûte plus cher mais permet de mieux couvrir le marché. L'entreprise peut suivre le consommateur et ajuster ses offres à l'évolution des goûts. En 3, la stratégie concentrée. Dans ce cas, l'entreprise admet la segmentation, mais décide de ne s'attaquer qu'à un seul segment ou à quelques rares segments. Ici, l'idée n'est donc pas, comme dans le cas de la stratégie indifférenciée, que les segments ne ressemblent plus, qu'ils ne s'opposent, mais que les forces de l'entreprise ne lui permettent pas de couvrir l'ensemble du marché. L'entreprise choisit et s'adapte son marketing mix au groupe retenu. L'avantage consiste à bien connaître le segment sur lequel la firme intervient. Dès lors, elle tente de créer, et c'est là son objectif, un monopole de fait.
L'inconvénient provient d'un double risque. Tout d'abord, que le segment choisi disparaisse. Ensuite, qu'un concurrent très puissant intervienne sur ce segment en complément d'autres et qu'il accepte pendant un certain temps d'y perdre de l'argent. BMW pour les voitures haut de gamme, Miele dans l'électroménager, BIC dans les produits jetables ont adopté une stratégie concentrée. Le ou les segments retenus, le marketing mix adapté. Il reste à tenter de sélectionner les meilleurs clients. Les clients ne se ressemblent pas. Certains sont bons payeurs, d'autres non. Certains clients nécessitent des frais d'approche commerciale élevés, d'autres sont beaucoup plus faciles à démarcher. Certains, lorsqu'ils sont acquis, demeurent fidèles, d'autres sont très volages. Il en résulte que chaque client rapporte à court et long terme une marge différente et que le ciblage consiste à viser les meilleurs. 5. La contre-segmentation, l'attirance pour les segments pour les premiers prix. Les successions de périodes de crise, d'inflation, de récession, de chômage ont rendu les consommateurs plus sensibles au prix lors de la décision d'achat. L'évolution des ventes dans les hypermarchés et les supermarchés indique que les clients choisissent de plus en plus fréquemment les produits les moins chers, même si ces derniers ne correspondent pas exactement à leurs attentes. On appelle donc contre-segmentation la réduction du nombre de segments visés. L'opération se pratique de deux manières. On élimine des segments en supprimant les variétés de produits. On regroupe des segments en incitant les acheteurs de biens forts différenciés à accepter des produits de base dont le marketing mix est simplifié. Lorsqu'elle est possible, cette seconde option est préférable à la première car elle permet de garder la clientèle. Le client qui renonce aux artifices de la différenciation peut gagner 30 à 40% du prix d'un produit de grande marque. Le producteur, quant à lui, réduit ses coûts de production et de marketing. Il peut tout à la fois gagner de la marge et baisser le prix de vente au bénéfice du client. Au fond, de nos jours, le responsable marketing est confronté à un problème que l'on peut illustrer. La segmentation du marché a été une bonne mesure stratégique en marketing. Mais, comme toujours dans nos disciplines, une bonne mesure reste relative et n'acquiert jamais le statut d'un absolu. L'hypersegmentation entraîne la prolifération anarchique de références onéreuses à gérer. Il convient donc de diminuer les coûts de complexité que provoque la trop grande segmentation. Cette recherche du flux produit, engendrée par ce que nomme joliment le syndrome de kiwi-fraise, la multiplication à l'infini des arômes pour les yaourts. Ces coûts supplémentaires qui peuvent atteindre 30% du coût de revient méritent que l'on se pose la question suivante. Que coûte ce segment nouveau qui fragmente les séries fabriquées, augmente le risque de rupture, gonfle les coûts de transaction et de contrôle chez le producteur comme chez le distributeur? Dans l'autre sens, le modèle stratégique mis au point par Dell surpasse toute segmentation puisque chaque client est convié à composer lui-même le produit unique qui sera fabriqué par lui. C'est le one-to-one. La segmentation a atteint sa limite. Chaque client devient un segment. L'exemple de Dell pour les ordinateurs est-il aisément transposable? Rien n'est moins sûr. 3. Le positionnement et la différenciation de l'offre. L'idée de positionnement est déjà ancienne. Elle provient des études réalisées au début des années 70 par deux publicitaires, Rees et Trout, qui récapitulent en quelques années plus tard leur analyse, n'hésitèrent pas à qualifier leur invention de combat pour le concept a d'ailleurs pris de l'ampleur. Le simple outil de promotion, positionnement publicitaire, est à présent devenu une dimension majeure de la réflexion stratégique, positionnement stratégique. Mais comment se situe-t-il dans le processus d'analyse marketing et quel usage en fait le gestionnaire marketing? Les raisons et la nature du positionnement. Le motif essentiel de l'emploi généralisé du positionnement n'est autre que l'encombrement toujours plus tumultueux des marchés qui se concrétisent par la concurrence de nouveaux ou pseudo-nouveaux produits et par le télescopage des campagnes de promotion.
Cette prolifération incontrôlée entraîne les produits, les marques, les entreprises dans le gouffre de l'anonymat. Pour émerger dans ce magma, les responsables de marketing vont tenter de donner à leur création, à leurs produits, à leurs services, une personnalité originale. Le positionnement présuppose donc que les acheteurs ont ou peuvent acquérir une perception des biens, des services, des marques, des magasins, voire des firmes en concurrence sur les marchés. Le positionnement constitue par conséquent un instrument de différenciation. Cependant, au lieu de s'en tenir à la différenciation par l'image telle que la procurer la publicité, la pratique du positionnement vise à attribuer une place dans l'esprit du consommateur. Cette place, cette position a une fonction bien particulière. Elle correspond à un emplacement vide, à un créneau vacant qui réponde aux attentes du consommateur et qui ne soit pas occupé par les rivaux. En bref, se positionner, c'est définir face aux concurrents la manière dont l'offre sera façonnée et donner au produit une image dans l'esprit du consommateur. La stratégie de positionnement a pour objet de donner une place nouvelle à un produit, à un service que l'on lance ou auquel on souhaite donner une nouvelle vigueur au cours de sa vie. Bien entendu, pareille position ne doit pas seulement être perçue par les acheteurs potentiels, encore faut-il qu'elle corresponde à une attente effective à laquelle les concurrents n'ont pas encore répondu. Exemple de repositionnement. Confronté à la concurrence des baggies, chez les plus jeunes, la marque Lee Cooper se replace sur le marché des 20-35 ans avec des fibres nouvelles, des coupes mieux adaptées, une campagne de publicité originale et des magasins en son propre nom. Pour remédier au surencombrement des marchés, le positionnement constitue par conséquent une stratégie de différenciation qui est rendue possible grâce à l'emploi des outils statistiques d'analyse des données. Cette stratégie présuppose un diagnostic qui a pour double objet de repérer les produits en concurrence, d'observer la position de ces derniers par rapport aux croyances déterminantes des consommateurs. Sur la base de ce diagnostic, 3 catégories de décisions restent à prendre par le responsable du marketing. Des décisions concernant le choix du concept de produit, sélection parmi les croyances déterminantes, choix de la position sur ces croyances, etc. Des décisions relatives à la concurrence. Il s'agit généralement de choisir une position d'où restent absents les rivaux. Bien que parfois, si l'entreprise est puissante, on puisse chercher à entrer en concurrence avec les marques rivales. Des décisions concernant le marketing mix et plus particulièrement concernant la communication. Remarquons enfin que si le positionnement permet à l'entreprise d'atténuer les effets d'embouteillage sur le marché, cette stratégie rend aussi un service aux consommateurs, celui qui consiste à les aider à repérer des différences au sein d'une offre trop opaque. Les techniques statistiques d'analyse des données permettent d'élaborer des cartes, des mappings, qui servent d'outils de décision pour le spécialiste de marketing. Ces schémas servent à représenter l'univers des produits ou des services en fonction des attentes des consommateurs et à déterminer le créneau vacant. 2. La pratique du positionnement. Quelles que soient les orientations prises, un certain nombre d'exigences sont à respecter. La première, les axes du positionnement. Les caractéristiques, les attributs des produits sont aussi nombreux que le sont les besoins et désirs des prospects. Aussi, pour situer leurs produits par rapport aux autres marques concurrentes, les responsables de marketing adopteront-ils un ou plusieurs critères distinctifs? Solidité, prestige social, économie, facilité d'emploi, protection, etc., qu'ils pourront associer et en d'innombrables combinaisons. Cet agencement de 3, 4, 5 attributs forme la personnalité du produit et compose son identité telle que l'aperçoit le consommateur. Bien que le positionnement puisse varier en nombre quasiment infini, il ne reste pas moins possible de déterminer par branche, par secteur, des axes majeurs. C'est ainsi, par exemple, que dans le commerce de détail, Jallet, à la suite de Berry,
relève 4 orientations principales permettant de positionner les enseignes. La première, la valeur des produits. Les consommateurs insistent tout autant sur les qualités que sur les prix. C'est, en définitive, la prise en compte du fameux rapport qualité-prix. En deux, les bas prix. Il s'agit de la réponse à une demande qui se généralise de produits banals à faible implication personnelle et par conséquent relativement bon marché. En trois, le gain de temps. Le consommateur ne veut pas perdre de temps lorsqu'il fait ses courses. Derrière l'économie de temps, c'est l'efficacité de la transaction qui est ici mise en relief. Et en quatre, le contact. Cet axe concerne la qualité relationnelle du magasin et du climat que ses responsables parviennent à créer. L'étude attentive des attentes de la demande aide à découvrir la lacune parmi les biens et les services offerts. Encore convient-il de s'entourer de certaines précautions. 2. Les exigences en matière de choix de positionnement. Les responsables de marketing prennent leurs décisions. Compte tenu du respect de quelques impératifs, la première, il faut s'assurer, bien entendu, que le débouché reste assez vaste pour qu'il en vaille la peine de le conquérir et de mettre au point un positionnement qui lui soit bien adapté. Segmenter, nous l'avons vu, consiste déjà à viser à une cible limitée de clients, mais positionner un produit destiné à un segment par rapport à des concurrents déjà présents constitue une sursegmentation à l'intérieur de cette partition déjà effectuée du marché. La sagesse impose donc de s'assurer qu'en dépit de cette limitation, le marché sera suffisant pour que l'investissement en coûts de production et en coûts de marketing reste rentable. Deuxièmement, en ce qui concerne la perception du positionnement par les clients, il convient de rechercher la simplicité. Une image façonnée du produit pourra être riche, très riche, mais aussi foisonnante pour être facilement comprise et retenue. Troisièmement, aussi bien se limite-t-on à la mise en évidence de 2 ou 3 attributs distinctifs pertinents, ceux qui semblent peser le plus lourd dans la décision d'achat du client et qui présentent encore les 2 dernières qualités suivantes. Quatrièmement, il convient de réaliser ce que l'on promet. Autrement dit, il est nécessaire que le positionnement que l'on va suggérer au client soit effectif. Une fausse promesse, en dépit d'artifices de communication, se révèle souvent calamiteuse. Cinquièmement, enfin, il convient de faire preuve d'imagination pour que le cocktail que forme le positionnement soit aussi original que possible. N'oublions jamais que de se positionner a pour but de se démarquer des concurrents. Il convient donc de partir en quête de l'inédit, du neuf, du nouveau, du personnel, tout en veillant à ce que pareille quête réponde à une attente des consommateurs. 3. Les méthodes et outils du positionnement. La pratique du positionnement suppose l'emploi des méthodes qualitatives et quantitatives d'enquête et de traitement des données par les méthodes d'analyse multidimensionnelle. De nombreux outils statistiques et informatiques sont utilisables, mais d'une manière très générale. 3 types d'informations sont nécessaires. L'état de perception effectué par les consommateurs des différents produits-services dans un domaine de concurrence donné. Les critères de choix retenus par les prospects, autrement dit la recherche des attributs qui motivent leur choix. Les préférences de choix des consommateurs pour illustrer ce processus. Nous décrivons une méthode déjà ancienne mais très classique et fréquemment pratiquée. Exemple de repositionnement. Toyota, bien installé chez les baby boomers, repositionne sa marque sur le marché américain et veut se rajeunir en lançant une nouvelle sous-marque. Scion. Les voitures d'abord disponibles en Californie seront dérivées de 2 modèles japonais, mais elles pourront être personnalisées. Plusieurs marques d'un même produit peuvent être perçues de manière très différente par les consommateurs potentiels du produit. Une étude de positionnement des marques, grâce à l'analyse de composantes principales, sert dans ce cas à expliquer le phénomène. À l'ordinaire, on procède en 3 étapes, en 3 temps. On commence par repérer les ressemblances, les similarités entre les marques concurrentes. Puis, on s'efforce d'expliquer les affinités observées à l'aide de caractéristiques propres aux marques étudiées.
Enfin, la vue de l'action commerciale, on tente de déterminer les préférences des consommateurs.